Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Champ visuel. Champ visuel. Collection dirigée par Pierre-Jean Bengozi, Raphaël Moine, Bruno Péquignot et Guillaume Soulez. Une collection d'ouvrages qui traitent de façon interdisciplinaire des images, peintures, photographies, BD, télévision, cinéma, acteurs, auteurs, marché, metteurs en scène, thèmes, techniques, public, etc. Cette collection est ouverte à toutes les démarches théoriques et méthodologiques appliquées aux questions spécifiques des usages esthétiques et sociaux des techniques de l'image fixe ou animée, sans craindre la confrontation des idées, mais aussi sans dogmatisme. Dernière parution. Étienne Janot, Les stratégies de la peur dans le cinéma d'horreur, 2019. Paul Obadia, La Belle et la Bête de Jean Cocteau, 1948, Une affaire de genre, 2019. Michel Estève, Bernanos au cinéma, 2019. Juan Marin, Le jeu des Ménines de Picasso. Petit guide pour une lecture interactive, 2019. Frédéric Ardouin, L'art cinématographique selon Godard. Introduction aux histoires du cinéma de Jean-Luc Godard, 2019. Dominique Château, Contribution à l'histoire du concept de montage, Kuleshov, Pudovkin, Vertov et Eisenstein, 2019. Lakri Chérifi, L'image du corps féminin dans les silences du palais, corps opprimé ou rebelle, 2019. Éric Costeix, Georges Franju. L'image désincarnée, 2019. Noël Birch et Geneviève Cellier, La drôle de guerre des sexes du cinéma français, 1930 à 1956, 2019. Franck Touret, Alain Resnais, Le pari de la forme, 2019. Florent Barrere, C'est la Cante. Une espèce animale à l'épreuve des médias, 2018. Alexia Roux et Saad Chakali, Humanité restante. Pensez l'événement avec la série The Leftovers, 2018. Guillaume Lavoie, L'imaginaire du chemin de fer dans le western américain. Essai sur un mythe cinématographique, 2018. Jean Montarnal, La qualité française. Un mythe critique, 2018. François Martin Dir, Animé Starevitch, 2018. Isabelle Noguera, L'image dans le cadre du désir, Transitivité dans la peinture, la photographie et le cinéma, 2018. Introduction. Lorsque j'ai commencé mes recherches sur le cinéma portugais, il y a un peu plus de 10 ans, celui-ci n'était pas un vrai sujet de débat théorique dans les départements d'études filmiques en France ni même un objet d'étude pour les lousistes. Aujourd'hui, la situation ne semble pas avoir tellement changé. En effet, en dépit de la réputation dont le cinéma portugais jouit dans le cadre européen et mondial, c'est par la petite porte qu'il entre dans les départements de cinéma et d'études lusophones et le plus souvent, en raison de quelques auteurs reconnus par leur qualité artistique, leur style ou par la singularité de leurs œuvres, João César Monteiro, Pedro Costa, Manuel de Oliveira en tête. À l'encontre de leurs collègues hispanistes, pour qui le cinéma est un objet d'étude important qui renforce et approfondit la connaissance de l'histoire et de la culture de l'Espagne et de l'Amérique latine, les lousistes ne semblent pas le considérer comme un objet de recherche intéressant et digne de figurer dans les programmes d'études, plutôt axés sur la production littéraire. Le cinéma portugais est toujours considéré comme un simple instrument en plus pour apprentissage de la langue, comme un document secondaire pour comprendre un phénomène de société et comme un corpus supplémentaire pour aborder la culture et l'histoire des mentalités. Or, la qualité des recherches sur l'espace lusophone et sur le cinéma suppose un élargissement à d'autres objets d'étude et problématiques, ce qui requiert que le film soit considéré comme un terrain d'investigation riche et autonome. Au même titre que d'autres productions culturelles, l'ensemble d'une production cinématographique envisagée à un moment particulier d'une société propose une représentation de cette même société, de ce qu'elle est ou de ce qu'elle voudrait devenir. Autrement dit, le cinéma est aussi bien un art et un spectacle qu'un phénomène de société, qui exprime de manière singulière la perception d'un moment historique. Il est vrai que la perception internationale du cinéma portugais a été pendant longtemps limitée aux travaux de Manuel de Oliveira, un cinéaste au parcours singulier considéré à la fois en tant qu'auteur national, de par son ancrage dans le lieu portugais, et en tant qu'auteur global, de par les thématiques universelles de son œuvre. Cependant,
Le chemin inauguré par Manuel de Oliveira serait ensuite parcouru par d'autres cinéastes plus jeunes comme Paulo Rocha, João César Monteiro, João Botelho, Pedro Costa, Miguel Gomes ou encore João Pedro Rodrigues. Aujourd'hui, le cinéma portugais a une présence incontestable sur la scène internationale et notamment en France, où les films sont présents dans les salles de cinéma, dans les débats publics d'actualité et dans la presse spécialisée, Cahiers du cinéma, Positive, Trafic ou Généraliste, Le Monde Libération. Il occupe aussi fréquemment l'espace des festivals de cinéma. Malgré cette notoriété aux yeux de la critique, un ensemble de problématiques et d'auteurs reconnus ne saurait pas être suffisant à faire justice à une cinématographie riche et complexe dans le panorama des cinémas européens. De la même manière, les festivals offrent certes un important support matériel et économique aux cinémas nationaux. Toutefois, ils sont le plus souvent dépourvus d'une réflexion théorique solide et ne comportent aucune légitimation intellectuelle sur les petites cinématographies nationales, dont les caractéristiques, les défis et l'écologie culturelle sont essentiels pour éclaircir les débats sur les cinémas et les échanges culturels dans les cadres nationaux et transnationaux. Liberté, résistance, survie et créativité, ce sont des concepts clés pour l'étude du cinéma portugais depuis l'émergence du nouveau cinéma dans les années 60. Ces concepts sont également centraux dans la définition de cinéma des petites nations, tels que Meteor et Duncan Petrie l'ont envisagé dans le contexte des études filmiques. Ce cadre théorique, qui cherche à analyser les cinémas des nations petites et périphériques, s'avère être particulièrement fécond pour comprendre le cinéma portugais. En effet, les petites nations ne constituent pas simplement des versions à petite échelle de nations plus larges, mais ont des caractéristiques et une écologie propre qui les singularisent dans le contexte de la globalisation. Le concept de cinéma des petites nations présente une définition à multiples facettes qui englobe 4 indicateurs de taille: population, échelle géographique, PIB et soumission à une nation colonisatrice. Ainsi, le Portugal obéit à la majorité des critères établis par Meteor et Duncan Petrie pour caractériser les petites nations. D'une part, il a une area géographique assez restreinte, une population et un marché interne plutôt limité, un PIB faible et par conséquent peu de pouvoir et d'influence sur la scène mondiale. Cette situation conduit le pays à chercher des partenariats avec d'autres nations, soit à l'intérieur de l'espace européen, soit alors plus globalement avec ses anciennes colonies en Afrique, en Asie ou dans l'Amérique latine. D'autre part, en raison de son histoire en tant que pays colonisateur, le Portugal s'écarte du concept de petite nation, si ce critère est adopté comme unique indicateur du statut de petite nation. Cependant, cette unique variation ne fait pas moins du Portugal une petite nation, étant donné les relations parfois de dépendance et la balance de pouvoir qu'il entretient aujourd'hui avec les anciennes colonies. Puis, comme Meteor et Duncan Petrie l'affirment, le concept de cinéma de petite nation n'est pas proposé en tant que catégorie définitive d'où émaneraient des propriétés essentielles et immutables, mais en tant que virtualité liée à la possibilité d'identifier des potentialités dans les faiblesses apparentes ainsi que des solutions qui pourraient être transférées à d'autres contextes. En effet, l'un des facteurs qui, selon Meteor, permet à ces cinémas de réussir sur la scène mondiale est lié à un engagement artistique qui voit les contraintes comme des opportunités pour la créativité. Ainsi, outre les 4 critères mentionnés auparavant, la notion de cinéma des petites nations a également en considération d'autres éléments essentiels relatifs, notamment, aux thématiques des films ou au rôle que ceux-ci peuvent jouer dans le cadre des représentations culturelles. Il ne s'agit pas seulement de tirer le meilleur parti des opportunités liées aux limitations structurelles et conjecturelles, mais de s'engager également dans une forme de résistance à l'homogénéisation culturelle, en créant des imaginaires alternatifs à la globalisation uniforme. L'un des traits communs aux films produits dans les nations de petite production résiderait dans le fait que les cinéastes y cherchent fréquemment à différencier leurs films à petit budget en utilisant la littérature et l'histoire nationale comme source d'inspiration. Comme je le souligne dans plusieurs chapitres de ce livre, les cinéastes portugais ont effectivement privilégié un style et un langage cinématographique qui s'écartent des valeurs des grandes productions. De plus,
Il propose une sorte d'autoréflexion par rapport à l'histoire et à la culture qui reflète le caractère artisanal de la pratique cinématographique telle qu'ils la conçoivent. Finalement, comprendre le cinéma portugais dans le cadre du concept de petite nation revient donc à souligner le fait qu'être un cinéma d'une petite nation a des conséquences aussi bien sur la forme que sur le contenu des films. L'intérêt porté aux petites cinématographies et au débat sur les cinémas nationaux est à l'origine d'une prolifération de publications dédiées à l'étude critique des films portugais. Ainsi, en addition aux histoires canoniques du cinéma portugais de Luís de Pina et de João Bernardo da Costa, ont été publiés au cours des dernières années d'importants dictionnaires, des introductions au cinéma portugais et des travaux académiques en langue portugaise qui cartographient les films, les cinéastes, les mouvements et les caractéristiques esthétiques majeures de ce cinéma. Parallèlement, étant donné la volatilité du marché éditorial portugais et les opportunités limitées pour les publications sur le cinéma et la culture, le Brésil est devenu un important marché pour des livres sur le cinéma portugais, un marché d'autant plus accessible qu'ils partagent la même langue. Ainsi, des introductions à l'histoire du cinéma portugais et des études sur l'œuvre de Manuel de Oliveira y ont vu le jour. La visibilité internationale du cinéma portugais et l'intérêt porté à son égard par la communauté académique est également visible par l'émergence de quelques livres et articles sur ce sujet dans d'autres langues européennes. À titre d'exemple, nous pouvons citer les travaux en castillan d'Ivan Villarmea et de Muñoz Fernandes sur le statut du cinéma portugais contemporain et sa dimension transnationale dans le cadre du cinéma mondial, ainsi que le livre en langue catalane de Gloria Salvador Corretger qui propose une excellente lecture sur l'imaginaire et les spectres liés à l'histoire du Portugal dans les œuvres de Manuel de Oliveira, João César Monteiro et Pedro Costa. Le développement des études filmiques et des études culturelles, Cultural Studies, dans le monde anglo-saxon a signifié aussi l'émergence d'un ensemble de publications en langue anglaise qui s'intéressent à l'histoire du cinéma portugais ou à des auteurs canoniques comme Manuel de Oliveira et Pedro Costa. Comme je l'ai déjà mentionné, le cadre académique français fait plutôt figure d'exception en ce qui concerne les recherches sur le cinéma portugais. Une situation qui me semble éminemment paradoxale étant donné la renommée de ce cinéma, et l'intérêt porté par la critique à l'égard des films et des cinéastes portugais. Dans le contexte des études filmiques, Mathias Lavin est l'un des rares chercheurs à consacrer ses travaux à cette cinématographie. Il a notamment publié une étude très approfondie sur l'œuvre de Manuel de Oliveira, et au cours des dernières années, il a élargi ses recherches à d'autres cinéastes portugais. De son côté, mais inscrit dans une perspective plutôt sociologique, Jacques Lemierre a également proposé une étude sur cinéma portugais dans son ensemble. Son travail se développe à partir de l'hypothèse générale d'un lien spécifique du cinéma avec le lieu national, et en particulier avec ce qui affecte ce lieu, c'est-à-dire l'événement politique. Dans le cas du Portugal, cet événement est bien évidemment la Révolution des œillets, le 25 avril 1974. Sa thèse suggère que la cinématographie portugaise est un cas paradigmatique du cinéma comme interpellation du pays, ou de ce qu'il a désigné par ailleurs comme une situation. Cette idée de situation prétend désigner la singularité cinématographique portugaise à travers le croisement de trois critères, à savoir l'invention formelle, la résistance à la normalisation industrielle et le primat donné à la pensée sur la question nationale. Cette lecture, proposée par Jacques Lemierre, me paraît assez complémentaire de la notion de cinéma des petites nations, envisagée par Mettior, puisque les critères présentés pourraient être, en fin de compte, des caractéristiques communes aux petites cinématographies nationales. Ce livre, Le cinéma portugais, Histoire, culture et société 1963-2015, prétend ainsi combler un vide dans l'espace francophone en proposant une étude sur le cinéma portugais qui devrait permettre de poser quelques jalons essentiels. Je me suis efforcé d'articuler et de mettre en dialogue les différentes sources de la production scientifique sur le cinéma portugais mentionnées auparavant. Mon point de vue consiste à montrer que ces lectures, qui émergent de traditions et d'approches différentes, ne se constituent pas en vase clos, mais se complètent et s'auto-enrichissent dans les analyses proposées ici. Mon propos n'est pas de revendiquer une supériorité culturelle du cinéma portugais
vis-à-vis d'autres petites cinématographies nationales. Il s'agit plutôt de repérer dans cette cinématographie les traits, les thématiques, les interrogations et les incertitudes qu'elle convoque à l'égard du pays. L'analyse des manières que les cinéastes portugais ont historiquement entreprises pour montrer le pays tel qu'il est, a parfois produit des présupposés intellectuels selon lesquels le film est, ou devrait être, un miroir parfait qui produit un reflet objectif de la réalité au lieu d'être une dramatisation, un travail créatif, bref une représentation de la réalité. Or, les essais proposés dans cet ouvrage comprennent au contraire le cinéma en tant que phénomène culturel, c'est-à-dire en tant qu'œuvre culturelle dense et à travers laquelle se manifeste un sens, un ensemble de significations qui nous permet de comprendre l'évolution d'une société. Si le cinéma implique la projection d'images, il ne peut pas pour autant être réduit à une simple reproduction du réel, c'est-à-dire à un pâle reflet de la réalité. Inspiré par le réel, le cinéma construit une représentation de celui-ci, un discours imagétique qui a comme finalité la compréhension de la réalité. De ce point de vue, le cinéma s'inscrit dans un cadre social et ainsi s'enrichit avec et s'éclaircit dans le contexte général de transformations historiques, politiques, économiques, sociales et culturelles précises. Il s'agit ainsi d'analyser comment la spécificité des différentes conjonctures historiques, culturelles et sociétales a affecté les films, plutôt que d'imposer un cadre nécessairement réducteur et homogénéisant de l'identité nationale. Le cinéma portugais. Histoire, culture et société 1963-2015 prétend ainsi d'identifier des changements stratégiques qui, à partir des années 60, ont permis l'émergence d'un cinéma singulier qui a été capable de reconfigurer les circonstances défavorables liées à la conjoncture du Portugal en tant que petite nation, grâce à un engagement esthétique, culturel et social. Avec l'objectif d'offrir une image complète du cinéma portugais entre 1963 et 2015, ce livre se divise en 3 chapitres. Le premier chapitre est centré sur le contexte politique, culturel et social du Portugal, et interroge son influence sur les récits filmiques. Il s'agira ici de penser les films dans leur effort de représentation de la réalité du pays. Une approche chronologique a donc été adoptée afin de manifester au mieux la manière dont le cinéma a accompagné les transformations sociales, politiques et culturelles du Portugal. Ainsi, dans un premier moment, je propose une analyse des films liés à l'émergence du nouveau cinéma portugais dans les années 60 et de ses différentes phases jusqu'à la Révolution des œillets en 1974. À partir de la thématique du mal-être et de ses différentes figures, je chercherai à comprendre la manière dont les cinéastes ont exprimé la réalité d'un pays fermé sous la dictature de Salazar. Puis, afin d'étudier la période révolutionnaire, je montrerai comment, après l'exaltation et le questionnement motivés par la Révolution, le cinéma portugais a continué à s'intéresser à la réalité du pays, malgré le fait que celle-ci ait été conditionnée par la déception à l'égard des attentes révolutionnaires. Le troisième moment concerne le début de l'internationalisation du cinéma portugais dans les années 80, sous la désignation d'école portugaise. Dans le cadre politique et social, c'est un moment de transition et de modernisation fortement marqué par l'ascension sociale et par un développement structurel sans précédent, une période qui trouvera sa représentation cinématographique avec notamment João Botelho. Finalement, pour clôturer ce chapitre, j'examinerai les films qui représentent le nouvel ancrage européen du pays pendant la décennie de 90. Je montrerai que, d'une part, les cinéastes confirmés chercheront à représenter les différentes dimensions d'un territoire qui se révélera être infiniment petit et donc porteur d'étouffement, et d'autre part, la nouvelle génération de cinéastes qui émerge dans cette décennie utilisera des personnages adolescents et leur périple comme allégorie d'une réalité fragmentée et d'une identité en crise. Face à une réalité qui se révélera fragile et devant laquelle les cinéastes ne cacheront pas leur déception, l'imaginaire et le domaine culturel joueront un rôle compensatoire. Dans le deuxième chapitre, il s'agira ainsi d'envisager les films qui représentent des formes d'évasion de la réalité immédiate aussi bien par les récits mythiques et historiques que par de nouvelles formes d'appropriation du territoire. Je soutiendrai ici que cette forme d'évasion, temporelle et spatiale, est une stratégie de recherche d'un sens qui puisse compenser la réalité décevante du Portugal.
Cette recherche s'inscrit aussi bien dans le retour aux origines telluriques, païennes et individuelles afin de redécouvrir un pays nouveau, que dans la relecture chrétienne et universaliste du messianisme portugais, notamment dans l'œuvre de Manuel de Oliveira. Par ailleurs, l'inscription réelle du voyage dans les films de José Alvaro Moret sera prise en tant que forme de réappropriation et de représentation d'un nouveau territoire culturel. Dans le 3e chapitre, j'interrogerai les rapports que le cinéma portugais entretient avec la société contemporaine. L'un des sujets majeurs des productions cinématographiques des dernières années concerne la représentation de différents modes de postcolonialité de la culture portugaise contemporaine. Dans la perspective d'un présent postcolonial portugais, plusieurs films s'engagent dans un processus d'évocation de la mémoire de façon à repenser le passé. Je mettrai d'abord en évidence la trilogie de Pedro Costa sur le quartier des Fontainhas, afin de montrer comment celle-ci est ponctuée par un processus de déterritorialisation qui représente la difficulté des immigrants capverdiens à s'approprier complètement d'un espace nouveau et à y inscrire leur mémoire et récits. En racontant leurs expériences de déterritorialisation, ces films révèlent les écueils de la société postcoloniale portugaise contemporaine. Finalement, j'analyserai la manière dont le cinéma a représenté la crise financière, économique et sociale qui a affecté la société portugaise entre 2009 et 2015. À travers la trilogie de Miguel Gomes, Les 1001 nuits, je montrerai comment cette représentation dépendait de la création d'une distance entre la réalité et les récits sur cette même réalité. En effet, la nature du projet de Miguel Gomes ainsi que le film qui en résulta sont les meilleurs exemples du besoin ressenti par l'être humain de donner du sens à une réalité décevante, ainsi que du rôle de l'art, notamment du cinéma, dans ce processus existentiel. À travers une analyse approfondie des différents moments et tendances du cinéma portugais, cet ouvrage prétend attirer l'attention des lecteurs vers une série de films et de cinéastes et sur leur contexte historique, culturel et social, jusqu'ici peu étudié. Mon ambition est qu'en parcourant cet ouvrage, le lecteur apprécie la variété et la richesse du cinéma portugais, et que ces pages donnent l'envie à d'autres chercheurs ainsi qu'à des étudiants d'explorer davantage ce cinéma dont la vitalité est un cas singulier à l'intérieur des cinémas contemporains. Chapitre 1 Le pays en question, une réalité décevante. Ce pays, messieurs, est un puits où l'on tombe, un cul d'où l'on ne sort pas. Qui attend des souliers de défunts meurt pieds nus, João César Monteiro. Dans le premier film de fiction de João César Monteiro, 1939 à 2003, le moyen-métrage Qui attend des souliers de défunts meurt pieds nus, Quem espera por sapatos de defunto mor descalço, 1970, nous trouvons l'incipit qui donne le ton à ce chapitre. Dans ce film, Livio, un jeune homme aux ambitions de cinéaste, fait une déclaration désespérée qui exprime la détresse d'une jeunesse aux prises avec le Portugal salazariste. En ce temps, nous vivions extrêmement mal. Nous pensions faire des films, nos petites têtes pleines d'illusions. Nous étions l'image même de l'enthousiasme. Nous étions en 1965, et de nombreuses innocences allaient être violées. Ce pays, messieurs, est un puits où l'on tombe, un cul d'où l'on ne sort pas. 10 années plus tard, dans un film de Antonio de Macedo 1931 à 2017, intitulé Les Heures de Marie, A Horas de Maria, 1976, le protagoniste affirme « Je suis au fond d'un puits. Je sens l'odeur de l'humidité, le vide, le noir. C'est un puits très profond rempli de boue et sans vie. Je me sens bien, malgré l'humidité et le froid qui me rongent jusqu'aux os. » Dans la décennie suivante, João Botelho 1949 présent, situe l'action de son adaptation du roman Hard Times de Dickens, Temps difficile, Tempo difficilis 1987, dans une ville imaginaire nommée Puits du Monde. Cette image du puits semble être la métaphore du pays et donc de l'impossibilité pour les cinéastes de se séparer de cet enclos portugais. En effet, dans ce pays qui est un puits où l'on tombe, le cinéma sera, pour plusieurs générations de cinéastes portugais, un lieu de représentation de la société. Si les images de cette représentation animent une bonne partie des travaux universitaires sur le cinéma portugais, ceux-ci se font souvent accompagnés de l'idée selon laquelle le cinéma portugais ne s'intéresserait pas à la réalité présente. Il y aurait, selon ces lectures,
une distance entre les films portugais et la contemporanéité du pays qui favorise la valorisation du passé. Cela serait à l'origine de la glose mélancolique ou décadentiste dans laquelle on inscrit une bonne partie des films portugais, au moins jusqu'aux années 90. Or, le cinéma portugais cultive-t-il cette fuite permanente par rapport au réel ? Ou est-ce que, au contraire, ces films s'inscrivent bien dans la réalité ? Ce chapitre a donc pour objectif d'interroger les rapports entre le cinéma portugais et la réalité immédiate, afin de mieux comprendre la représentation que les films véhiculent de cette même réalité. Pour ce faire, nous avons organisé ce chapitre en vecteurs thématiques qui obéissent à un ordre chronologique. Il ne s'agit pourtant pas de faire l'histoire du cinéma portugais, mais de voir comment le cinéma accompagne les transformations historiques et l'évolution de la réalité portugaise des années 60 jusqu'à la fin des années 90. Ainsi, grâce à la sélection et à l'analyse de quelques films symptomatiques de cette période, nous réaliserons un découpage de la réalité en 4 moments clés. Notre analyse concerne tout d'abord l'émergence du nouveau cinéma portugais en 1963, et ses différentes phases jusqu'à la veille de la Révolution des œillets en 1974. Il s'agit de voir comment les cinéastes portugais représentent, dans le cadre de ce mouvement cinématographique, la réalité d'un Portugal confronté à la dictature salazariste. Ensuite, afin d'étudier la période révolutionnaire, nous avons sélectionné 3 films symptomatiques de cette période. Ces films traduisent, d'un côté, l'incertitude à l'égard du futur du pays après la Révolution et de l'autre côté, la désillusion qui s'installe face à une réalité post-révolutionnaire qui n'a pas suivi les attentes créées en avril 1974. Le 3e moment concerne le début de l'internationalisation du cinéma portugais dans les années 80, sous la désignation d'école portugaise. Dans le cadre social et politique, c'est une période transitoire et de modernisation avant l'entrée du Portugal dans la communauté économique européenne. C'est donc une période marquée par une forte ascension sociale et par un développement structurel sans précédent. Nous verrons comment João Botelho s'empare de cette réalité nouvelle, afin de la représenter. Enfin, pour clore ce chapitre, nous nous pencherons sur les films qui représentent le nouvel ancrage européen du Portugal dans les années 90. D'un côté, nous verrons que les cinéastes confirmés représentent cette nouvelle réalité du pays à travers la figuration d'un territoire devenu restreint et donc porteur d'étouffement. D'un autre côté, nous analyserons comment la nouvelle génération de cinéastes qui émerge dans cette décennie utilisera les personnages adolescents et leur parcours comme allégorie d'une réalité éclatée et d'une identité en crise. Le nouveau cinéma, le mal-être et le mal de vivre. Au début des années 60 émerge au Portugal une nouvelle génération qui, dans la mouvance des nouvelles vagues et avec l'essor des cinémas nationaux, a permis l'envol d'un nouveau cinéma qui se propose à repartir de zéro. Malgré une situation politique adverse, le Portugal vit alors sous l'emprise du salazarisme. Le souffle moderne des nouvelles vagues internationales de l'après-guerre va alors connaître une déclinaison portugaise. Ainsi que leurs collègues français ou ceux des nouveaux cinémas dans le monde, Nouvelle Vague, Free Cinéma anglais, Cinéma Novo brésilien, les réalisateurs portugais cherchaient un renouvellement esthétique et de nouveaux modes de production. Luís de Pina résume les caractéristiques du mouvement de la façon suivante. De façon générale, on envisage d'acquérir plus de liberté pour la création, d'échapper aux sujets esthétiques épuisés de l'ancien cinéma portugais. Reprendre d'une certaine façon l'enthousiasme et le pas européen, que l'on appelle maintenant par exemple néoréalisme, nouvelle vague ou free cinéma. Il s'agissait de reformuler les thèmes et les formes du vieux cinéma, ayant comme préoccupation particulière la construction d'une image cinématographique alternative du pays, image elle-même obtenue à partir d'une conception différente du cinéma. En associant des motivations d'ordre cinématographique et d'ordre éthique, ce nouveau cinéma se voulait différent et prétendait avoir le regard directement braqué sur la réalité, en inscrivant cette réalité dans la culture et en proposant une alternative aux projets canoniques associés au vieux cinéma. Au-delà des stratégies esthétiques qui ne sont pas négligeables, c'est surtout de la rencontre entre un regard lucide et une réalité existence collective devenue profondément problématique que ce jeune cinéma va naître. En effet,
En se faisant miroir du pays dans sa volonté de projeter la réalité du Portugal, le mouvement ira trouver et représenter un imaginaire imprégné de frustration et du manque d'espérance. Dans les films analysés sont mis en évidence le mal-être existentiel et le mal de vivre, l'attitude morose qui se reproduira successivement dans les héros tristes des films de cette génération. C'est la raison pour laquelle nous avons recouvert ce chapitre dédié au nouveau cinéma sous la désignation de mal-être et de mal de vivre, comme une sorte de symptôme qui persiste en tant que trait culturel. Il s'agit de l'état d'esprit d'une génération déchirée par d'insolubles contradictions. D'un côté, elle désire le changement, mais de l'autre côté, elle fait face à l'impossibilité ou à l'incapacité d'identifier un nouveau trajet. Louise de Pina synthétisera l'état d'âme de cette nouvelle génération de la façon suivante. Cette génération est une génération de résistance, une génération de gauche ou du moins tourmentée. Les mythes du cinéma antérieur étaient finis puisque les mythes du régime étaient eux-mêmes finis. La nouvelle génération ne veut pas la possibilité d'un cinéma de renom international, mais sans contenu. Le cinéma pour le régime ne peut pas exprimer le grand doute national, c'est pourquoi il faudra se réfugier dans la recherche formelle, l'expérience, l'allusion, les entrelignes et le désespoir humain. Peut-on reprocher à notre génération le doute, l'ombre, le manque d'espérance et même la mort qui s'abat sur les relations entre personnes comme dans les vertes années ? Au cours de la décennie, cet état d'âme va prendre plusieurs contours, mais il y aura la permanence de ce facteur commun. Le malaise d'être et de vivre d'une génération dans un régime sclérosé dont les structures sont des cadres qui contraignent la recherche d'un nouveau sens. D'un point de vue institutionnel, les historiens du cinéma identifient généralement deux phases dans le mouvement du nouveau cinéma portugais. Une première, identifiée aux productions Cunha telles qui va de 1963 à 1966 et une deuxième, souvent désignée les années Gulbenkian, qui correspond à la production du Centre portugais de cinéma subventionné par la Fondation Calouste Gulbenkian jusqu'à la période révolutionnaire entre 1972 et 1975. Ces deux phases présentent des caractéristiques particulières et historiquement définissables du point de vue de la production. Cependant, notre démarche thématique nous a permis de saisir trois moments clés par lesquels le nouveau cinéma est passé, et qui correspondent à trois visages du mal-être et du mal de vivre. Le premier moment est celui de l'émergence du nouveau cinéma, et correspond effectivement aux productions d'Antonio da Cunha-Tel, 1935 présent. Ici on relève la manière dont les deux œuvres initiales du nouveau cinéma, Les Vertes Années, Os Verdanos, 1963, de Paulo Rocha, 1935 à 2012, et Bellarmino, 1964, de Fernando Lopes, 1935 à 2012, ont défini un cadre nouveau de représentation de la réalité. L'analyse de ces films nous permet de prendre la mesure des changements provoqués par une nouvelle appropriation visuelle et thématique de la ville de Lisbonne, devenue un espace-lieu de frustration et de détresse. Deuxièmement, nous identifions une période de transition sous le signe de l'impuissance et du désespoir, proche de la détresse qui marquait déjà la première phase, mais dont certains changements méritent d'être cités. Le premier changé de vie, Mudar de Vida, 1966, de Paulo Rocha, considéré comme le point de saturation de la première phase du nouveau cinéma, préconise l'introduction d'un système de représentation de la réalité proche du néo-réalisme. Le deuxième, Une abeille sous la pluie, Uma Abella na Chuva, 1971, de Fernando Lopes, illustre bien la confrontation de la réalité aux éléments culturels par la tension explicite avec la littérature et le théâtre. Finalement, le dernier moment est celui de l'implantation institutionnelle du nouveau cinéma avec la création du Centre portugais du cinéma, CPC, sous la tutelle de la Fondation Calouste Gulbenkian et la sortie des premiers films à partir de 1971. Presque 10 années après la sortie de Les Vertes Années, l'existence culturelle du nouveau cinéma était effective. Les films analysés exprime symptomatiquement une génération qui hésite et qui semble succomber à la tentation du renoncement et à tout espoir de changement. Si des films comme Le Message, Au Recado, 1971, de José Fonseca Acosta, 1933 à 2015, et Le Mal-Aimé, Au Mal Amado, 1973, de Fernando Matos Silva, 1940 présent,
sont des œuvres avec une lecture politique implicite et dans ce sens, prémonitoire d'une révolution qui allait bientôt arriver, il ne reste pas moins des portraits des apostrophes. Une génération sans issue et sans futur, le miroir des contradictions bien réelles de la société portugaise à ce moment-là. 1.1. Lisbonne, l'espace de la détresse. Les premiers films qui ont inauguré le mouvement du nouveau cinéma ont introduit des changements dans la représentation de Lisbonne qui rompent avec l'image traditionnelle de la capitale dans les comédies populaires des années 30 et 40. Dans celle-ci, le rattachement à la ville de Lisbonne se fait à travers la figuration particulière de microcosmes, de quartiers, de villages transplantés en milieu urbain. L'omniprésence de l'espace urbain est ainsi illusoire, dans la mesure où elle n'inscrit pas la réalité urbaine et sociologique de la capitale prise en tant que métropole, mais un ensemble de quartiers où ces citadins particuliers intègrent une communauté solidaire qui vit au rythme des valeurs idéologiques du régime salazariste. Le centre de cette vie urbaine particulière est la cour. C'est ici où se concrétisent les amours juvéniles, fondateurs de nouveaux foyers, où les amis et les voisins se rencontrent, tissent des liens de solidarité et abolissent les différences de classe sociale, où s'affirment et se valorisent les relations entre le père ou son substitut et les enfants. Il s'agit donc d'un système global de représentation avec le père, les familles et les espaces clairement définis dans une organisation territoriale de quartier qui a comme finalité de devenir l'exemple de l'harmonie sociale et de l'unité du pays sous le régime salazariste. Avec le nouveau cinéma, la ville devient un espace plus vaste afin d'assumer sa froideur, alors que les protagonistes deviennent des individus désemparés, privés d'un lieu d'attache et en conflit relationnel avec le père et la famille. Afin de saisir ces thématiques, nous analyserons la manière par laquelle les deux œuvres initiales du nouveau cinéma, Les Vertes années de Paulo Rocha et Belarmino de Fernando Lopes, ont défini un cadre de représentation de la réalité tout à fait différent. Dans un premier temps, nous présenterons la façon dont la ville de Lisbonne est représentée dans ces deux films inauguraux en montrant que celle-ci n'est pas un simple décor, mais revêt une fonctionnalité narrative. Ensuite, nous insisterons sur les rapports qui s'établissent entre cet espace et les personnages à travers desquels se dessine alors, en filigrane, la figure d'un espace culturel de détresse. Les deux films inauguraux du nouveau cinéma portugais, Les Vertes années et Belarmino, sont différents et cela se vérifie d'abord par le fait que le film de Paulo Rocha est une fiction qui aborde la réalité par la mise en scène, tandis que le film de Fernando Lopes est structurellement plus proche du documentaire et constitue fondamentalement une opération de montage. Nous y trouvons cependant plusieurs dénominateurs communs. D'abord, ce sont des films dans lesquels l'espace urbain de Lisbonne n'est pas évoqué à partir d'un lieu déterminé ou délimité par une cour, représentant ainsi l'espace d'une sédimentation ou d'une sédentarisation, mais bien comme une métropole tentaculaire qui devient un espace de confrontation et d'errance. Il faut donc regarder comment s'instaure l'organisation spatiale dans chaque film. Les Vertes années commencent par un mouvement panoramique à partir duquel Rocha parcourt les terrains ruraux qui entourent la ville, en ayant comme point de fuite les bâtiments modernes des nouveaux quartiers de Lisbonne. À partir de cette perspective, Rocha semble annoncer que nous sommes dans un lieu limitrophe où l'on trouve encore des résidus ruraux. Une fois le générique fini, la caméra fait un mouvement panoramique vertical à travers lequel commence à être révélée la proximité de la ville. Une première opposition se met donc en place entre l'extérieur, ces résidus ruraux qui entourent la ville, et l'intérieur de la ville, une opposition qui se structurera peu à peu. À cela il convient d'ajouter les informations verbales données par la voix off d'Afonso, l'oncle de Rulio, lui aussi venu de la campagne quelques années auparavant, et qui permettent d'affiner cette organisation. Dès l'intérieur de sa maison, il expose sa vision de la ville et la nécessité de garder son calme. Cette terre est comme une madame qu'il faut séduire délicatement, sans précipitation. Il ne faut pas mettre la main avant l'heure. Il faut marcher doucement en gardant les yeux bien ouverts sans sentir les pieds. Le film met ainsi en place un ensemble de données spatiales d'ordre physique. Une ville moderne entourée par un espace rural, relationnel. La ville, disjointe des lieux qui l'encerclent, ne se laissera pas aborder par une approximation trop hâtive et axiologique. La prudence nécessaire face à cette réalité urbaine qui ne subiront pas de modifications majeures.
Tout le film sera traversé par cette déchirure entre l'espace de la ville, dans lequel Rulio n'arrivera jamais à s'intégrer, et l'espace rural, symbole d'un ailleurs plus psychique et rêvé. L'organisation spatiale de Les Vertes Années est en conséquence la représentation de la déchirure de son protagoniste. Comme l'affirme José Augusto Sibra. Dans le film de Paulo Rocha, Les Nouvelles Avenues, une zone d'expansion bourgeoise de la ville, sont la concrétisation d'un code de valeurs sociales, auquel Hilda, la servante, est soumise, opposé à un autre code issu de la campagne, celui de Rulio, le cordonnier. Bellarmino, à son tour, se situe au cœur même de la ville tentaculaire. Dès le début du récit, un bref mouvement panoramique sur les bâtiments du Martim Moniz, quartier de Lisbonne, introduit l'habitat de Bellarmino Fragoso, ainsi que le centre de cette ville constitué par un labyrinthe de ruelles où le personnage va évoluer. Fernando Lopez trace le portrait d'une ville triste et fermée sur elle-même, traversée par une ambiance grise loin des images de cartes postales. Il y a ici une conjonction évidente entre le protagoniste Bellarmino Fragoso et l'espace dans lequel il évolue. Non seulement il est un produit exemplaire de Lisbonne, quelqu'un qu'il serait impossible de penser ou de trouver en dehors de celle-ci, comme il mène un combat inégal avec elle. Selon Bernard da Costa, Bellarmino est un film construit sur le combat d'un personnage avec un décor, cette Lisbonne singulière du film qui ne peut que l'amener au chaos à n'importe quel round. L'espace, cette Lisbonne singulière, n'est donc plus un simple décor, il devient le partenaire indispensable d'un échange. Par conséquent, l'organisation topographique dans les deux films nous conduit à envisager un autre dénominateur commun. Aussi bien dans Les Vertes Années que dans Bellarmino, l'espace acquiert une... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.